Sikasa kotoro no be datugula. Mesdames et messieurs, en rang et qualité, c'est que la classe politique, la société civile, le monde universitaire, les autres organisations de jeunes, les organisations communautaires, l'administration sont assez bien représentés à ce colloque. Donc en vos rangs et qualité, je vous souhaite la bienvenue à cet exercice d'échange habituel organisé par le CERM. Le président du CERM, le ministre Ousmane Sy, étant empêché, j'ai la charge de le représenter en tant que secrétaire aux relations extérieures de cette organisation. Le CERM, comme beaucoup d'entre vous le savent, est une structure qui a maintenant 3 ans et demi, puisqu'elle a été créée au premier semestre de l'année 2015, et a pour vocation de réfléchir, d'étudier les dynamiques socio-économiques, culturelles de notre pays en rapport avec le contexte de crise et de proposer les voies et moyens nous permettant de nous en sortir. C'est une structure de réflexion, c'est une structure d'analyse et c'est une structure de proposition. Nous l'avons créée avec l'ambition de contribuer à la production d'idées sur le Mali par les Maliens. Parce que nous trouvions, dans le contexte de crise que nous traversons depuis 2012, que beaucoup de spécialistes de notre pays ne sont pas véritablement des connaisseurs de notre pays, ne sont pas de notre pays tout simplement. Et nous avons trouvé aussi que les centres classiques de production intellectuelle, que sont les universités ou d'autres structures similaires, n'étaient pas encore suffisamment à la pointe des problématiques en rapport avec l'actualité, en rapport avec la crise. Et donc, ensemble, nous avons jeté sur les fonds baptismaux le CERM au milieu de l'année 2015. Nous avons eu la chance de très rapidement susciter l'intérêt de structures partenaires comme la Fondation Friedrich Ebert. Il y a eu au début du CERM la Banque mondiale qui nous a accompagnés légèrement. Il y a eu d'autres structures qui nous ont accompagnés comme l'Union européenne, mais fondamentalement, la Fondation Friedrich Ebert a été le partenaire de base. Et cela depuis quelques années. C'est tout le lieu vraiment de remercier cette fondation, ceux qui l'animaient, ceux qui l'animent aujourd'hui, parce que malgré les changements d'équipe à la tête de la fondation, le partenariat a été constant et je dirais même le partenariat est en train de se développer. Nous avons ainsi engagé plusieurs chantiers importants sur le domaine de la production intellectuelle dans notre pays. Maintenant, les colloques du CERM entrent dans les habitudes, puisque chaque année, nous organisons entre 2-3 colloques sur des thématiques majeures. Et les actes des colloques sont publiés, édités. Au-delà des colloques, nous organisons aussi des conférences-débats qui ont des formats un peu plus légers et qui sont, je crois, aussi un peu plus fréquentes, puisque nous sommes à 3 ou 4 conférences-débats chaque année en moyenne, dont une, et c'est le lieu de le dire, a été organisée à Ségou, puisque nous commençons aussi à envisager de sortir du carcan bamakois
Parce que quand on embrasse les réalités du pays, il faut aussi savoir aller ailleurs qu'à Bamako. Au-delà de ces conférences et de ces colloques, le CERM a conduit des initiatives de réflexion un peu plus lourdes, puisque nous avons créé avec la Fondation ce qu'on appelle les panels économiques. Il y a un certain nombre de personnes pointues sur des sujets aussi importants que la problématique des ressources humaines au Mali, la question de l'industrialisation, la question de la productivité agricole, qui ont été retenus et qui ont eu à réfléchir sur 2 ans pour produire des cahiers assez complets sur toutes les problématiques dont je viens de parler tout à l'heure. Les panels économiques aussi ont rendu leurs résultats et les résultats ont été édités sous forme de cahiers et mis à la disposition de nos autorités. Parce qu'à chaque production du CERM, nous faisons un point d'honneur de transmettre les produits de ce travail aux autorités nationales. Au-delà du panel économique, l'année dernière, nous avons conduit un exercice de réflexion sur l'avenir à moyen et long terme de notre pays, c'est-à-dire la prospective, la vision 2030, en essayant d'imaginer les scénarios par lesquels le pays pourrait se retrouver dans telle ou telle situation. Et pour chaque scénario, décrire les aspects sociaux, les aspects culturels, les aspects économiques, les aspects politiques, les aspects institutionnels, les aspects sécuritaires. Ces scénarios allant de l'idéal au cauchemardesque, en priant pour que nous ne soyons pas dans ce dernier scénario. Et cela aussi a été publié, édité par un document qui a été fourni aux autorités, mais qui, pour l'exercice aussi, a été traduit en d'autres langues nationales. Nous l'avons traduit en Peul, en Tamashek, en Bambara, en arabe. Et ces derniers moments, nous avons distribué ces documents aux différentes communautés pour qu'ils puissent être accessibles au plus grand nombre de Maliens. Et avec la Fondation, nous envisageons d'enregistrer sous forme orale les contributions de ce document et de le partager avec le plus grand nombre de nos compatriotes. Donc c'est pour vous dire simplement que cette structure qui a moins de 4 ans d'existence a quand même sur le chantier de la production, sur le chantier de la diffusion des idées, a fait un parcours qui nous semble significatif. Nous sommes actuellement en train de travailler sur le dossier des universités et de la nécessité de leur partenariat avec le monde de l'entreprise. Et dans quelques temps, je crois que dans les prochains jours, le CERM a été facilitateur d'un processus qui va être achevé par la signature de conventions entre certaines universités maliennes et le patronat, afin qu'il y ait plus de dialogue, plus de collaboration entre ces deux mondes qui se regardaient un peu en inconnu il y a quelque temps, que les programmes universitaires puissent prendre en compte davantage les réalités du marché de l'emploi, et que de l'autre côté, les acteurs du monde de l'entreprise puissent intervenir dans nos universités afin que les produits de l'université soient davantage en adéquation avec les exigences du marché de l'emploi. Là, nous avons fait ce travail de facilitation qui n'a pas été facile, mais qui nous a permis vraiment d'entrevoir ce partenariat-là, et j'espère que dans les jours à venir, ça sera concrétisé. L'exercice qui nous réunit ce matin participe toujours de l'activité du CERM et touche le domaine de la démocratie. Ce domaine est un domaine dont on parle beaucoup. Et d'ailleurs, souvent, on en parle trop. Ça devient politique ou ça devient politicien. Mais en même temps, la démocratie, ce n'est pas seulement les institutions, ce n'est pas seulement les partis politiques, ce n'est pas seulement le jeu électoral, mais c'est aussi et surtout les citoyens. C'est pourquoi, si vous regardez l'angle d'approche de cette thématique, c'est que nous mettons l'accent sur le citoyen d'abord. Comment arriver à faire en sorte que le citoyen soit davantage conscient des problématiques du pays, de son rôle à lui, de ses responsabilités, et qu'il puisse jouer son rôle, puisque la démocratie sans citoyen est un outil qui tourne vite. On en parlait encore tout à l'heure dans le salon avant d'arriver ici. Et nous espérons que la richesse des participants et la complémentarité de vos profils nous permettront vraiment
d'avoir des débats francs, sincères, productifs, nous permettant de faire des contributions de qualité à nos autorités, afin que des réformes puissent être entreprises dans les meilleures conditions possibles. Donc vraiment en remerciant le gouvernement à travers le ministre en charge des réformes pour sa présence et son soutien. Le Premier ministre nous a adressé un courrier concrétisant et manifestant son soutien à cet exercice. En remerciant l'ambassadeur d'Allemagne pour sa présence et la Fondation pour son partenariat, je vous dis à tous bons travaux. Merci bien. En partenariat de longue date du Mali et des acteurs sociopolitiques au Mali. Ces activités visent au Mali, comme ailleurs, à renforcer la démocratie participative, à renforcer la solidarité internationale et à partager les savoirs. En consacrant la réflexion du jour aux réformes, CERM s'inscrit dans l'approfondissement de ces activités présentant comment qu'est consacré à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, au bilan et perspective du modèle démocratique malien après un quart des cycles de fonctionnement, etc. Madame la ministre, comme vous les avez, la Friedrich-Ebert-Stiftung menait depuis novembre 2012 un sondage d'opinion politique intitulé Mali-Maître sur la situation sociopolitique au Mali. Là, il nous a été donné de constater que les réformes sont non seulement attendues, mais souhaitées par les populations afin de sortir durablement de la crise et espérer un futur meilleur. À titre d'illustration, dans son édition 7 de décembre 2015, 70% des 1870 personnes inquiétées âgées de 18 ans et plus est répartie dans l'ensemble des capitales régionales, y compris Kidal et le district de Bamako. Le district de Bamako ont estimé qu'il fallait réformer l'État et ou la gouvernance de Mali après la crise. Messieurs les représentants et présidents de CERM, chers invités, nous sommes convaincus que le colloque formulera des recommandations pertinentes qui enrichiront la réflexion sur les réformes au Mali. Pour terminer, permettez-moi de vous réitérer les remerciements de la Fondation Friedrich Ebert, à tous les invités et à CERM pour son partenariat de qualité. Je vous remercie et je vous souhaite un bon colloque et un bon week-end. Merci beaucoup. Monsieur et Madame les anciens ministres, Monsieur les représentants de la Fondation Friedrich Ebert, pour moi c'est un très grand honneur d'être invité, d'exprimer devant vous lors de cette inauguration du colloque. Quand j'ai lu le programme, j'ai immédiatement pris contact avec mon ami Philippe Goldberg, les représentants de la Fondation Friedrich Ebert ici au Mali, en disant « je voudrais bien participer à l'aventure de cette colloque ». Pourquoi ? Parce que d'abord, je voudrais saluer la coopération entre le CERM et la Fondation Friedrich Ebert. Je pense que nous avons ici trouvé un partenariat qui est très très bien pour le Mali, mais aussi pour nos relations germano-maliennes. Le CERM est maintenant une des associations les plus importantes dans le domaine de réflexion sur la politique et le développement au Mali. Je voudrais féliciter surtout les anciens premiers ministres Moussa Mara pour ce travail au CERM pour vraiment amener le CERM à ce niveau. Et ensuite, la Fondation Friedrich Ebert est un partenaire du Mali depuis plus de 40 ans maintenant. La Fondation Friedrich Ebert a accompagné le Mali à travers des périodes douloureuses, mais aussi a participé à la démocratisation du Mali. Et je peux être fier en tant qu'Allemand qu'une fondation allemande a toujours soutenu la démocratie malienne.
Mais ensuite, je trouve le sujet de cette colloque est très pertinente. C'est un colloque qui va montrer peut-être une chose qui est étonnante, parce que j'ai toujours entendu que le Malien pense « Ah, nous sommes un jeune pays, nous sommes un pays où la démocratie n'est pas bien établie ». Et je pense que vous êtes à tort. D'abord, il y a toujours eu des structures démocrates au Mali, peut-être même bien avant la colonisation, mais aussi pendant la colonisation, les villages ont toujours mené une certaine démocratie dans ce pays. Mais ensuite aussi, le Mali, c'est une démocratie qui n'est pas tellement différente comme vous peut-être pensiez des démocraties en Europe et aux États-Unis, au Canada ou dans les autres pays démocrates. Nous trouvons les mêmes problèmes ici au Mali comme en Allemagne, en France et dans les autres pays démocrates. C'est un clivage entre la classe politique, la politique en général, les institutions de la démocratie des républiques ou des royaumes, si on parle des Royaumes-Unis, et la jeunesse et la société civile. J'ai jamais personnellement compris cette différence entre le concept d'une société civile et la classe politique. Dans une démocratie, la classe politique et les sociétés civiles doivent être les mêmes. Les citoyens ne sont pas un sujet dans une démocratie. Non, les citoyens sont les maîtres de la démocratie, les maîtres dans une république de la gestion de la société et de la politique. J'ai remarqué qu'ici au Mali, on a toujours dans la société civile, parmi les jeunes, dans les grains, dans les réseaux sociaux, une discussion sur la déontologie de la politique. Oui, c'est bien sûr, il faut discuter la déontologie de la politique, mais en même temps, il faut faire la politique. C'est dire que la politique, c'est une affaire sale, on ne voudrait pas s'y impliquer, c'est une bonne excuse, mais en même temps, c'est un grand risque pour la démocratie. C'est le citoyen qui doit s'impliquer à travers les discussions, les discours dans les grains, dans les réseaux sociaux, en Facebook, en Twitter, mais ça ne suffira pas. Il faut devenir aussi candidat, il faut s'impliquer dans la gestion de la République malienne. Il faut s'impliquer dans la gestion aussi de la République fédérale d'Allemagne, par exemple. C'est le même problème que nous avons en Europe, en Allemagne, qu'au Mali, ce clivage entre la société civile et la politique. Mais la République, a besoin de citoyens qui s'impliquent. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien de dire qu'il faut que la jeunesse du Mali doit être maintenant les candidats, par exemple, pour l'Assemblée nationale. Quelquefois, j'ai pensé que les rapports des élections législatives étaient mauvais parce qu'on a dû aller au dehors de la constitution malienne. Mais en même temps, je pense que ça donne la possibilité à la jeunesse du Malien, c'est même maintenant mieux préparée pour devenir candidat aux élections législatives. J'ai rendu visite à la jeunesse à Gao, par exemple, et c'était un très bon exemple qui m'a vraiment touché. On a parlé avec la jeunesse à Gao, qui sont vraiment attachés à la souveraineté et à l'unité du Mali. Et ils ont discuté des questions, le développement à Gao, et à la fin, je pensais maintenant, on va encore se plaindre de la classe politique à Bamako qui ne fait rien pour eux. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit, nous voudrons devenir les candidats, rentrer à l'Assemblée nationale et exprimer nos intérêts. Là où la République se fond, ça c'est dans le Parlement d'une République. Je voudrais dire peut-être quelques mots aussi sur ce thème qui nous touche maintenant, c'est le découpage. Le nouveau découpage, je pense que c'est, à mon avis, nécessaire pour finalement mettre en œuvre la décentralisation. La décentralisation, le plus grand projet de la démocratie malienne après les événements en 91-92. Malheureusement, la décentralisation n'était jamais mise en œuvre complètement et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui pensent que c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec. La décentralisation n'était jamais mise en œuvre, ça ne pourrait pas être un échec.
Je pense maintenant c'est le moment où on doit aller à cela, une vraie mise en œuvre de la décentralisation. Et le découpage, un projet très difficile, pourrait être un dernier ou nouveau souffle à cette décentralisation. Mais malheureusement, j'écoute déjà maintenant, nous voudrons devenir cercle. Notre commune doit devenir cercle. Mais je pense que c'est une fausse approche. La vraie démocratie commence dans les communes, avec les élus dans les communes. Le cercle, c'est seulement un cercle administratif. Je préférerais d'être dans une commune que dans un cercle et de me faire la politique dans une commune et pas dans le cercle, il faut faire la politique. Ça, c'est seulement pour rentrer peut-être à l'Assemblée nationale comme député d'un cercle. Je pense que c'est une interprétation de cette discussion de découpage. Le découpage est très important pour la démocratie locale dans les communes. Il n'y a rien à faire avec la question de qui va être les représentants de la population de ce terrain dans l'Assemblée nationale. J'espère que les Maliens vont tomber d'accord sur un découpage nouvel. J'espère que ça se va faire avec les débats communaux, les débats dans tous les coins, dans les grains, dans le Facebook, dans Twitter. Mais j'espère qu'on va aboutir aussi à un consensus qu'il faut maintenant aller à la décentralisation des nouvelles découpages. Un découpage que peut-être on peut toujours améliorer parce que c'est pas les courants, un découpage. Les découpages, on peut les améliorer en fur et à mesure. Peut-être je peux terminer avec un appel, mais un appel, c'est une répétition de ce que j'ai déjà dit. Mon appel à la jeunesse malienne serait faites la politique, soyez candidat, défendre vos intérêts aux urnes. Dans les institutions républicaines comme élus, arrêtez de seulement se plaindre dans le Facebook ou Twitter, dans les réseaux ou dans les grains. Défendez la démocratie dans le système démocrate en faisant la politique dans les institutions républicaines. On peut également faire à la jeunesse en Europe, sauf ils n'ont pas les grains, ils n'ont pas cette tradition de se réunir autour d'une thé et débattre pour longtemps pendant la nuit. Nous avons ça déjà oublié et il faut le faire maintenant. Vous faites-le toujours ici au Mali. Je voudrais vous féliciter l'esprit démocrate des Maliens. Merci beaucoup. Merci et bonjour. Avant de commencer à dire mon discours, je voulais aussi juste dire quelques mots d'appréciation aussi pour avoir été associé le gouvernement en général à cette initiative. Excellence, Monsieur Dietrich Becker, ambassadeur d'Allemagne au Mali, Monsieur Philippe Goldberg, représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert, Monsieur Marat, Premier ministre, représentant le président du Centre d'études et de réflexion au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République et des départements ministériels, distingués invités, en vos rangs et qualité, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec un insigne honneur que je préside ce matin, au nom de M. Soumeilou Boubèye Maïga, Premier ministre et chef du gouvernement, la cérémonie d'ouverture du présent colloque. Je suis particulièrement ravie d'être avec vous au regard de la pertinence du thème de ce colloque qui revêt une importance particulière pour le département et plus singulièrement pour le gouvernement et plus singulièrement pour mon département. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le présent colloque est sans nul doute la manifestation de la volonté et de l'engagement des citoyens maliens à accompagner les autorités dans la mise en œuvre des réformes majeures en vue de créer les conditions d'un développement durable. Une telle initiative ne peut venir que de patriotes qui ont accepté de placer le bien-être des populations au-dessus de toute autre considération. Face à cela, il me revient de vous affirmer la disponibilité et l'engagement ferme de mon département en particulier et de celui de l'ensemble du gouvernement en général à soutenir toutes les initiatives dont l'objectif est de créer les conditions
d'approfondissement de la réflexion sur les réformes administratives et institutionnelles. Mesdames et messieurs, le thème du présent colloque, réformer ou périr, se présente comme un beau sujet de réflexion à bien des égards, compte tenu de nombreuses attentes, toutes légitimes, exprimées ça et là. Oui, nous voulons réformer l'administration. La première question que doit se poser tout réformateur est bien sûr celle-là. Pourquoi réformer? À quelle fin et dans quel but? Nous allons réformer l'administration pour ses usagers, c'est-à-dire pour l'ensemble des Maliens. Pour cela, notre priorité sera de rapprocher l'administration des citoyens en insistant sur la qualité du service rendu, une plus grande accessibilité aux services publics, des délais de réponse et de temps d'attente réduits, une information plus ciblée et de meilleure qualité, et finalement de nouveaux canaux d'accès à cette information. La loi numéro 98-012 régissant les relations entre l'administration et les usagers, adoptée le 19 janvier 2018, a posé et renforcé un certain nombre de droits des usagers dans leurs relations avec l'administration. Notamment, l'accès aux services publics est garanti et égal pour tous les usagers se trouvant dans la même situation juridique. Les usagers ont le droit d'être informés sur les motifs des décisions administratives, qu'elles soient individuelles ou collectives, mais qui sont défavorables en ce qui les concerne, etc., etc. Nous avons plusieurs droits. Aujourd'hui, ces avancées, certes louables, doivent au plus vite trouver leur traduction concrète dans la vie des citoyens. Elles doivent être le début d'un long processus d'amélioration de la qualité du service rendu aux citoyens. Nous voulons également réformer l'administration avec et pour les agents publics. La participation, non pas subie, mais motivée et énergique, des agents publics à la réforme de l'administration est indispensable. Le dialogue avec leurs représentants et leur motivation seront pour cette raison une clé de notre réussite. Motiver les agents publics suppose aussi leur garantir des perspectives d'avenir, de favoriser la formation et la mobilité, d'adopter une meilleure gestion prévisionnelle des emplois. L'État s'emploiera à être un employeur exemplaire et attractif. Transparence, mobilité et anticipation seront les maîtres mots de notre action dans ce domaine. Mesdames et messieurs, distingués invités, je saisis l'occasion qui m'est offerte pour réaffirmer ici l'attachement de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, au vaste chantier des réformes administratives et institutionnelles et avec mots-clés la transparence dans l'action publique. En effet, liant l'acte à la parole, la création du ministère de la réforme de l'administration et de la transparence de la vie publique est la concrétisation de l'engagement indubitable des autorités à offrir aux Maliennes et aux Maliens une administration moderne, efficace, efficiente et crédible, tant voulue et attendue par ces derniers. Déjà, je puis vous affirmer que mon département est à pied d'œuvre avec l'ensemble des services techniques, de la société civile, des partenaires techniques et financiers pour implanter ou renforcer partout dans l'administration les jalons des réformes administratives et institutionnelles. Conformément aux orientations du programme présidentiel pour la période 2018-2023, intitulé « Notre Grand Mali avance », nous sommes résolument engagés à améliorer l'efficacité et la crédibilité des institutions afin d'offrir des services de qualité aux populations. Nous sommes également engagés à œuvrer inlassablement pour l'instauration d'une nouvelle culture managériale sensible au genre, prenant en compte la dimension humaine, la motivation et le changement d'attitude de comportement, mais ainsi qu'une lutte sans merci contre la corruption et la délinquance financière.
La mise en œuvre du programme de développement institutionnel de deuxième génération, ou le PDI 2, nous permettra à court terme et à moyen terme d'impulser la dynamique de modernisation de l'administration, d'améliorer la performance et la productivité dans le secteur public, de promouvoir la bonne gouvernance et bien sûr l'éthique et le professionnalisme. Le fil conducteur de tous ces chantiers de réforme, transversal et sectoriel, sera la gestion axée sur les résultats. Une place prioritaire sera accordée à la dématérialisation des services aux usagers par l'augmentation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, les TIC, dans le secteur public. Mesdames et messieurs, distingués invités, le service public est une réalité déjà ancienne dans notre pays, mais toujours une réalité sans cesse renouvelée. Défendre le service public, défendre l'administration, c'est en effet d'abord les réformer, les adapter à notre temps, toujours dans le dialogue et par la concertation. Les principes qui fondent le service public, égalité, neutralité et redevabilité, sont toujours d'actualité. Ils sont même encore plus nécessaires et pertinents aujourd'hui. Notre devoir est de faire en sorte qu'on vive au quotidien ces principes pour le bonheur des citoyens maliens. C'est la tâche que nous nous sommes assignée. Elle est exigeante, mais elle est tout aussi exaltante. C'est sur ces quelques mots d'engagement, d'espoir et d'espérance que je déclare au nom du Premier ministre ouvert les travaux du présent colloque. Je vous remercie.